Bonjour tout le monde. Je suis Alain Marginant. Je suis un petit peu ému d'être ici aujourd'hui. Imaginez-vous donc que j'ai fait 34 ans au Cégep Lionel Groulx. Il y en a qui disent qu'il reste 2, 3, 4, 5 ans. Moi, c'était 4 ans. J'ai terminé il y a 6 ans maintenant comme directeur de la formation continue. J'étais aussi directeur adjoint, j'en parlais tantôt, au service pédagogique responsable des sciences humaines. Mais ce n'est pas ce titre-là que je viens vous parler aujourd'hui, mais je suis quand même ému de voir comment le collège évolue et comment finalement vous évoluez. Je suis militant d'Option nationale. J'ai été candidat à la dernière élection d'Option nationale. Comme je disais tantôt à quelqu'un, il y a, je sais que il ne faut pas être partisan nécessairement, mais je vais vous faire une petite parenthèse. Il y a 30 ans, ça fait longtemps de ça, je convainquais mes parents, surtout mon père, Marginant, c'est pas, imaginez que ça ne vient pas de la France. Je convainquais mes parents de voter pour René Lévesque, puis de lâcher le Parti libéral. Puis il y a 3 ans, ben, c'est mes propres filles qui sont passées au collège, puis quelques militants d'Option nationale qui m'ont convaincu de quitter le Parti québécois, où j'avais milité de nombreuses années pour passer à Option nationale. Et ça a été une révélation, un changement de paradigme. Et je milite pour ce parti-là. Aujourd'hui, on est très heureux, l'équipe de groupe de Blainville, de pouvoir accueillir Sol Zanetti, qui est le chef d'Option nationale, qui a bien voulu venir passer une partie de la journée avec nous. Donc, sans plus de mots, je vais lui laisser la parole. Et encore une fois, merci d'être présent. Et c'est avec un peu d'émotion que je fais cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Alain. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Le thème de la conférence, en gros, ça va être le rôle des jeunes dans le mouvement indépendantiste à l'heure actuelle. On dit souvent que, bon, on a dit là, que Option nationale, c'était le parti de la jeunesse indépendantiste. Je suis d'accord avec cette analyse. Je dirais que c'est le parti des jeunes et de ceux qui le restent, comme Alain, par exemple, puis tous ceux qui nous appuient. Alors, merci. Et voilà, parce qu'évidemment, bon, c'est avec les jeunes, je pense, que tout commence. Mais nous sommes démographiquement insuffisants pour changer le monde à nous tout seuls. Alors, il faut repenser un grand projet indépendantiste qui va rassembler, évidemment, toutes les allégeances, si on veut, là, politiques sur l'axe gauche-droite, mais aussi toutes les générations. Puis c'est un peu le défi que nous, on se lance avec Option nationale. Il faut faire l'indépendance parce que, pour revenir avec un vieil argument de Bourgault, vieille question, vieux argument, la servitude, pour un individu comme pour un peuple, la dépendance pour un individu comme pour un peuple, c'est mauvais. Okay? Les individus ont des vies, des destins, puis les peuples en ont aussi. Parce qu'on ne peut pas s'arracher, se distinguer, se dissocier nécessairement de sa culture. Et la vie de notre peuple a un impact sur la façon dont même l'individu lui va se percevoir et continuer sa route. Et s'épanouir. Bon, dans une société, on est en pleine... on est peut-être même rendu dans la postmodernité, là, mais la modernité depuis le 17e siècle a vraiment ramassé les idées de projet collectif, a un peu labouré ces ambitions-là de façon globale pour installer une espèce d'individualisme où finalement, la seule chose qui importe pour l'individu moyen, ce serait par exemple lui-même. Alors là, l'individu dans ce contexte-là se dit, mais alors... il y a de la misère à s'attacher à toute forme de projet collectif parce qu'il ne se reconnaît pas dans une entité qui le dépasse. Okay? C'est un peu l'individualisme qui arrive avec la modernité. Puis là, on serait dans la postmodernité, c'est encore pire parce que là on se décourage des idéaux de la modernité et de la possibilité du progrès parce qu'on se dit, ah non, plus l'humain, finalement, je sais pas, développe son pouvoir, plus il contribue à se détruire avec, puis il y a comme une petite déprime. Mais ce moment-ci, à mon avis, est un moment de transition aussi. Puis, il y a toujours une possibilité, justement, de contrecarrer ça, parce qu'essentiellement, l'humain, ce n'est pas qu'un individu. L'humain appartient à un collectif, qu'il en ait conscience ou pas. Nos enfants auront besoin, et nous aussi, parce qu'on est
on est en âge de vivre pendant le 21e siècle, là, nous aurons besoin d'un État du Québec pour faire face aux défis du 21e siècle. Évidemment, nous ne réglerons pas tous les défis du 21e siècle de la planète à nous tout seuls, mais c'est une étape essentielle pour commencer à pouvoir se donner les moyens d'y faire face. Nous vivons dans un État voyou environnemental. Nous vivons dans un État qui ne signe pas Kyoto, qui fait dérailler toutes les tentatives de processus international pour essayer d'enrayer la question des changements climatiques. Nous vivons dans un État dont la stratégie principale de développement économique, c'est les hydrocarbures. Ça a été les stratégies des 2 derniers siècles, depuis la révolution industrielle, puis maintenant, il est clair, ça fait l'unanimité qu'il faut qu'on passe à autre chose. L'infrastructure d'une économie va déterminer la superstructure de la société, c'est-à-dire les idéologies, les valeurs que les gens vont avoir, les institutions qu'ils vont créer. Okay? L'infrastructure économique du Canada à l'heure actuelle, c'est basé sur quoi? Bien, sur les ressources qu'ils ont à leur disposition, puis le mode de production, etc. Et en ce moment, clairement, il n'y aura pas, dans les prochaines décennies, okay, un virage vert au Canada. Parce que tant qu'ils vont avoir des sables bitumineux, ils vont les extraire. Okay? Toutes les institutions qu'on a, les institutions politiques, encouragent, nourrissent, soutiennent ce phénomène-là. Les impôts que nous payons, nous, au fédéral, payent des subventions de plus d'1 milliard par année au sable bitumineux. C'est pas un état de choc, un état de fait qui est susceptible de changer. Et tant que la stratégie principale du Canada en matière économique, ça va être de développer les sables bitumineux, les hydrocarbures, faire un oléoduc sur nos terres et près de nos rivières pour avoir le marché européen, un oléoduc vers les États-Unis, puis un oléoduc vers l'Asie. Tant que ça va être la stratégie principale, mais je veux dire, il n'y aura pas de chemin qui va se faire vers un meilleur environnement dans le 21e siècle. Les Québécois ont essayé en 2011 de voter massivement pour un parti fédéral de gauche, disons, opposé quand même, dans une certaine mesure, à l'exploitation des hydrocarbures, dans une certaine mesure, je dis bien, qui est le NPD. Puis, c'est même pas suffisant pour empêcher un gouvernement majoritaire conservateur représentant les intérêts de l'Ouest de faire finalement ce qu'il veut, de passer des lois omnibus pour enlever toutes les lois de protection environnementale, par exemple, sur les cours d'eau, pour couper, sabrer complètement dans les budgets de recherche sur les milieux marins, par exemple, dans le fleuve du Saint-Laurent. Bref, on n'est pas sorti du bois, puis la solution intrafédérale, disons, d'un point de vue écologiste, là, semble avoir été menée au bout de sa logique possible. Au début de la Confédération, là, les Québécois, si on veut, étaient à l'époque canadien-français, correspondaient, avaient 33% à peu près de la démographie et 33% du poids politique, de représentativité politique au Parlement fédéral. On est rendu à 23%. Okay? Ce qui fait que notre poids politique diminue. Puis avec là, la réalité démographique qui est que le boom économique de l'Ouest fait en sorte que leur population augmente grandement, ben, c'est aussi leur poids démographique, puis leur poids parlementaire, leur poids politique qui augmente en même temps. Et de plus en plus, pour les prochaines décennies, la tendance lourde, c'est leurs intérêts qui seront représentés là. Et ce qui arrive là-dedans, c'est que, je veux dire, nous, on collabore à ça. On collabore à ça d'une part, et en plus, ça va à l'encontre de nos intérêts économiques à nous. Parce que les forces du Québec, c'est quoi? Les forces économiques stratégiques du Québec, ben, c'est les énergies vertes, les hautes technologies. Okay? C'est l'industrie du bois qui va avoir un rôle très important à jouer dans cette transition-là qu'on va faire vers une économie plus durable. Pourquoi? Ben parce qu'on peut faire toutes sortes de choses avec le bois et que c'est relativement renouvelable. Une forêt, ça prend 70 ans à pousser. C'est long, 70 ans, mais c'est quand même mieux que des millions d'années pour, par exemple, une réserve de pétrole. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au Québec et en ce moment, le Québec pourrait être, par exemple, s'il avait l'ensemble de ses impôts, s'il gérait l'ensemble de ses impôts, parce que vous savez que, bon, ça j'en reparlerai plus tard, mais on serait en mesure justement d'investir, nous, dans ces secteurs stratégiques-là, puis de faire partie de ces pays qui, non seulement, le Québec va très clairement en faveur des accords, par exemple, comme ceux de Kyoto, où il ne ferait pas dérailler les processus de Copenhague, puis il serait un acteur positif là-dedans parce que ce serait dans ses intérêts, puis aussi culturellement, les valeurs des Québécois sont
relativement environnementale et disons, solidaire, si on compare au reste de l'environnement de l'Amérique du Nord, mettons, sauf peut-être les Californiens et d'autres petites exceptions régionales. Mais, règle générale, c'est dans cette direction-là que les Québécois iraient clairement. Donc, un Québec indépendant, ça ferait un pays de plus qui, sur ces forums-là internationaux, vote en faveur, disons, de la survie de l'humanité, je dirais. Puis en plus, ça ferait un pays de plus qui investirait massivement dans la recherche pour les solutions qui seront celles de l'avenir, qui seront celles du 21e siècle, qui seront celles qui vont préparer la transition vers l'ère post-pétrolière. Parce que là, on ne peut pas penser que, je veux dire, on ne peut pas continuer à agir comme si le pétrole était infini, puis comme si c'était sans conséquence d'en consommer et de le mettre dans nos voitures. Ce n'est pas sans conséquence. Éventuellement, c'est une fatalité, que les ressources sont finies. On va peut-être découvrir d'autres sources, mais éventuellement, ils vont devenir, probablement à l'intérieur du 21e siècle, trop rares de toute façon et donc trop dispendieuses pour qu'on en mette dans nos voitures. Et rapidement, on va devoir passer à autre chose, faute de choix. J'espère qu'on va changer avant ça, mais ce serait quand même étonnant. Dans ce contexte-là, le Québec a deux choix. Devenir indépendant, se structurer comme une économie durable, investir là-dedans, investir dans les hautes technologies, investir avec la classe scolaire dans le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et faire partie de ces peuples qui vont développer une expertise qui vont permettre cette transition-là vers l'ère post-pétrolière. Et plus on attend pour le faire, plus ça va nous coûter cher. Au Québec, là, OK, des revenus de l'État en termes d'impôts, de taxes et tout ça, ils s'en prélèvent environ 120 milliards sur le territoire québécois. 70 de ces 120 milliards-là, à peu près, disons plus près de 73 l'année dernière, sont gérés au Québec par le gouvernement du Québec et 44,5, disons 45, sont gérés par Ottawa. OK? Donc, 70, 45, 50. Sur le 70, 80%, normalement, un État gère tous ses impôts. Hein? C'est ce qu'on veut être. On veut gérer tous nos impôts. Mais là, on en gère 70 sur 120. Et sur ce 70 milliards-là, 80% de nos impôts sont monopolisés par l'éducation et la santé. L'éducation et la santé, tu n'as pas envie de couper là-dedans vraiment. C'est une dépense en plus qui, étant donné notre réalité démographique, surtout en santé, sont appelées à croître constamment. Okay? Alors là, ce qui arrive, c'est que nos dépenses vont augmenter, okay, de façon continue, et notre marge de manœuvre va toujours rester limitée, parce que dans le 20% qui nous reste de 70 milliards-là, on fait toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes de programmes, toutes sortes de services que l'État donne qui ne rentrent pas nécessairement dans la santé et dans l'éducation. Puis on a besoin de cet argent-là. Alors, budget après budget, les gens, l'État du Québec, je veux dire, oscille toujours entre le besoin de retourner vers l'austérité, puis en même temps le pari de faire des investissements et de s'endetter pour investir dans son économie, ce qu'il n'aurait pas besoin de faire s'il gérait les 45 milliards qu'il envoie à Ottawa chaque année. Parce que la marge de manœuvre que tout État possède pour pouvoir faire des investissements dans son économie et stimuler de l'emploi et orienter son économie en fonction de ses valeurs, bien, cette portion-là, on l'envoie à Ottawa. Et elle est gérée en fonction de l'intérêt de la majorité démocratique des Canadiens, ce qui est tout à fait légitime et normal, mais ce qui est tout à fait à l'encontre de nos intérêts. Okay? Puis aussi, mettons, pour les raisons énoncées précédemment, à l'encontre des intérêts de l'humanité. Quand on voit ce que les Canadiens ont envie de faire avec leurs ressources dans les prochaines décennies. Donc, si on rapatriait ces 45 milliards-là, okay, ben, on aurait la marge de manœuvre pour investir massivement dans les énergies vertes, pour investir massivement, par exemple, dans les hautes technologies, puis dans toutes sortes de projets qui seraient bons pour le Québec, qui créeraient de l'emploi ici, puis qui feraient qu'on n'aurait pas besoin, par exemple, de péréquation. Je vais parler de la péréquation plus tard. Aujourd'hui, par exemple, mais disons précédemment, en 2008, qui est un exemple encore plus frappant, quand il y a eu une crise économique en 2008, il y a eu, catastrophe, le gouvernement qui se disait le plus à droite et le moins interventionniste des États-Unis, l'époque, les républicains de Bush, ont fait la plus grosse intervention étatique probablement de l'histoire, probablement même en dollars constants. Ils ont investi 800 milliards pour éponger les dettes des banques. Ça, c'est quand même assez solide comme intervention de l'État pour un gouvernement qui flirte avec le libertarisme. Mais, voilà, bon. Pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le gouvernement, bon, il en a moins souffert. Pourquoi? Ces banques étaient plus réglementées principalement, puis il y a d'autres facteurs aussi, l'économie était plus stable. Le gouvernement a quand même investi dans certains secteurs pour essayer d'amoindrir l'effet de la crise. Okay? Alors là, il a pris 10 milliards de dollars. 10 milliards, c'est quand même énorme. 10 milliards de dollars qu'il a investi dans l'industrie de l'automobile, principalement située en Ontario,
au Canada, puis il investit entre 100 et 200 millions dans l'industrie du bois au Québec. Alors que l'industrie du bois est beaucoup plus importante, sauf qu'elle n'est pas nécessairement politiquement beaucoup plus importante pour le gouvernement en place, puis pour l'équilibre des forces, disons, politiques et stratégiques dans le Canada d'aujourd'hui et des prochaines décennies. Et c'est un peu toujours comme ça. Historiquement, quand le Bas-Canada et le Haut-Canada ont fusionné, là, on remonte un peu à loin, le Bas-Canada, ça c'est nous, ils avaient beaucoup de richesses. Okay? Et le Haut-Canada, bon, ça c'était les Anglais, ils avaient énormément de dettes. Puis la fusion a fait que, bon, on a épongé leurs dettes avec leurs trucs, mais ça, c'est des chicanes. Limite, on s'en fout, puis on passe l'éponge, ça ne me dérange pas, ces affaires-là. Là, mais quand, par exemple, on a financé le chemin de fer pour développer l'Ouest canadien, ça s'est fait avec quel fonds, vous pensez? Hein? Alors moi, aujourd'hui, quand je vois dans les commentaires du National Post, chaque fois que ça parle du Québec, des Canadiens qui disent que les Québécois vivent sur leurs bras, je me dis, attendez, si on calculait en dollars constants tout ce qu'on a investi dans le développement de votre région, probablement que vous ne seriez même pas sur le bord encore de pouvoir commencer à penser, de considérer nous rembourser. Mais, bon, la voie navigable du Saint-Laurent, OK? Là, on est en train de construire le pont Champlain. Il va coûter plus cher juste parce qu'il faut le faire plus haut. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire plus haut? Pour que les bateaux passent en dessous. Avant, les bateaux arrêtaient à Montréal, puis c'était une métropole portuaire beaucoup plus importante. Mais à un moment donné, on a investi l'argent du fédéral justement pour aménager la voie maritime pour que les bateaux et le trafic et le commerce et les retombées qui en recoulent puissent se rendre jusqu'à Toronto, éventuellement Thunder Bay. L'année passée, ou l'automne d'avant, le gouvernement fédéral, quand vous entendez le gouvernement fédéral fait ça, là, il faut vous rendre un réflexe, OK, une partie de mon argent fait ça. Okay? Parce que là, la rhétorique, c'est de dire, « Ah, mais le fédéral vous donne l'argent. » Le fédéral nous redonne notre argent. Enfin. Mais le fédéral a investi dans les dernières années énormément dans un projet hydroélectrique terre-neuvien qui va concurrencer directement Hydro-Québec. Ils n'ont pas investi une scène dans Hydro-Québec. Okay? Mais ils investissent dans une entreprise qui va concurrencer nos intérêts avec notre argent. OK, là, je ne ferai pas ces mots. Avec quoi? Avec notre argent. Okay. J'ai rien entendu. Okay, bon. C'est pas, je ne vais pas devenir un preacher libertarien américain. Bref, il faut quand même garder ça toujours en tête. Quand on dit ces investissements fédéraux, et le réflexe de dire, OK, partiellement notre argent. Et ça, c'est stratégiquement intéressant, historiquement, et important de faire ça pour le Canada. D'investir pour créer des emplois ailleurs, en vue d'entretenir une artificielle dépendance du peuple québécois pour qu'il pense qu'il est obligé de rester dans le Canada. Bon, la péréquation, c'est quoi? La péréquation, c'est un système de redistribution de la richesse entre régions d'un même pays. La plupart des pays riches ont un système de péréquation. Le nôtre n'est pas particulièrement généreux, mais on en a un encore. Ces temps-ci, le gouvernement fédéral s'amuse à dire que la province du Québec est comme un peu vit sur son bras parce que c'est elle qui reçoit le plus gros montant de péréquation. Cela dit, il faut modérer avec l'astuce suivante, c'est que par habitant, on est la deuxième qui en reçoit le moins. Okay? Bon, l'Ontario commence à en recevoir, il reçoit moins que nous par habitant, mais on est la deuxième qui en reçoit le moins. Et même là, la péréquation, ce n'est qu'une compensation partielle de ce que ça nous coûte pour être dans la Fédération canadienne. Si on n'était pas dans la Fédération canadienne, là, on économiserait énormément en structure administrative. Il y a plein de ministères en double, okay, puis d'infiltration du fédéral dans nos champs de compétences qui sont inutiles et aussi contre-productifs parce que souvent, ils vont dans le sens inverse des programmes que nous, on fait. Donc, il y a une perte d'argent complètement totale. Et complètement totale, c'est bon ça. C'est contre-productif et on ne paierait pas ça dans un Québec souverain. Stéphane Gobeil, qui est un économiste qui a travaillé pour le Bloc longtemps, là, malheureusement, il conseille le Parti québécois, mais je peux venir avec nous autres peut-être. Il a écrit un livre extrêmement intéressant qui est basé sur les chiffres de l'année 2010 qui s'appelle « Un gouvernement de trop ». Il a calculé tous les frais qu'on économiserait en dédoublement ministériel, en programme dans lequel on n'a pas besoin, etc. Il a calculé même le fait qu'on ne recevrait plus de péréquation et sa conclusion est qu'on sauverait 2 milliards de dollars par année. Okay? À l'heure actuelle, le déficit anticipé pour cette année devrait être 2,5 milliards. Alors, on serait pas mal proche de l'équilibre budgétaire si on faisait ça. Évidemment, ce ne serait pas au jour 1 de l'indépendance parce qu'il y aurait il faudrait, ça serait au moment où on aurait stabilisé nos affaires.
mais tout de même, ce serait plus avantageux. Mais là où on aurait la plus grande richesse qui serait créée en termes économiques, c'est même pas au niveau de l'économie, des dédoublements ministériels et tout, ce serait du point de vue des investissements qu'on ferait, okay, dans des industries qui sont au Québec, qui nous ressemblent, qui créent des emplois ici. Quand, il y a quelques années, je pense que c'est en 2011, le Canada a décidé de renouveler une partie de sa flotte de bateaux. Okay? Ils ont soumissionné à plusieurs entreprises partout au Canada. La MIL Davy à Lévis a soumis sa candidature, si on veut, pour obtenir ces contrats-là. Des contrats de 30 milliards. Okay? Finalement, ils ont été donnés à Halifax puis à Vancouver. Mais si on avait été notre propre pays, là, la partie là, de ces dizaines de milliards-là d'argent qu'on aurait investi en bateau, on l'aurait fait construire à Lévis. Et l'argent, ben, il serait resté à Lévis, chez des gens qui habitent là, qui auraient payé des impôts, puis ça nous aurait finalement coûté pas mal moins cher. Pour la démocratie, ben, c'est assez simple. Écoutez, on n'a même pas de constitution. Okay? Puis, au sens strict, là, on a des lois constitutionnelles, parce que dans le régime britannique, ils n'ont pas de constitution écrite. Okay? Ils ont une tradition de constitution, si on veut, organique, qui appelle. Donc, ils ne l'écrivent pas, mais c'est un peu basé sur la coutume, etc., etc. Puis, il y a des lois constitutionnelles, mais ce n'est pas vraiment des constitutions. Une vraie constitution, pour que ce soit valide, ça doit être écrite par et pour le peuple. Pour lui. Okay? Ça, c'est important. Puis nous, on n'a pas ça. On vit dans une espèce d'évolution malsaine, à moitié coloniale, d'institutions monarchiques désuètes. Okay? On a des sénats nommés. On n'a même pas le vote proportionnel. On paye pour une reine et des représentants. La loi constitutionnelle à laquelle on est soumis, on n'a jamais, même nos ancêtres, là, participé à son élaboration, puis on ne s'est même pas prononcé dessus par référendum, puis ça nous est imposé. C'est d'un point de vue politique, c'est d'une désuétude absolument infinie. Là, je veux dire, la plupart des pays ont eu la chance, beaucoup plus récemment que nous, de couper court, puis se faire une petite révolution, puis se faire une petite constitution, puis ils ont une institution beaucoup plus moderne. Puis aujourd'hui, on aurait la chance, là, avec les connaissances qu'on a et l'expérience dont on pourrait bénéficier de tous les autres pays du monde, de faire une constitution neuve, plus démocratique, qui rapproche les citoyens du pouvoir, qui inclut une démocratie plus participative. On pourrait tout faire ça. Mais, bon, n'en tient qu'à nous. En fait, on peut faire ça. C'est nous qui décidons de nous soumettre au Code constitutionnel canadien. On ne fait pas l'indépendance pour faire de l'argent, même si on en ferait pareil, même si ce serait super. On fait l'indépendance pour être libre. Parce que la liberté a une valeur en soi, pour l'individu comme pour un peuple. Quand ça fait longtemps qu'un peuple ne s'est pas gouverné entièrement lui-même, tout comme un individu, il finit par développer l'impression qu'il en est incapable. Et ça, c'est grave. Moi, la diversité culturelle internationale, elle m'importe. Okay? Quand un peuple en Amazonie risque de s'éteindre parce que, tu as raison, la modernité, ils ne sont pas embarqués là-dedans, ils ont voulu défendre leur forêt, on a rasé ça, on a fait de la canne à sucre à la place. Bien, c'est une partie de l'humanité qui disparaît, et c'est grave. Nous, ici, on a une partie de l'humanité à défendre. Il y a quelque chose de beau dans la culture québécoise qui s'exprime par sa langue, qui est sa matière première, et qui vaut la peine de continuer d'exister. Et la réalité, c'est que si on veut qu'elle continue d'exister, il va falloir qu'on se donne un État. Puis si elle veut qu'on continue, qu'elle dise ce qu'elle a à dire, puis qu'elle manifeste de l'humanité ce qu'elle a à manifester, bien, il va falloir qu'on la protège et qu'on mette les conditions qui arrivent. Je ne sais pas si... le Canada se présente souvent comme le pays du multiculturalisme. Okay? Mais, je veux dire, c'est un des pires pays pour la préservation de la diversité culturelle. Hein? Parlez-en aux francophones hors Québec, parlez-en aux autochtones. C'est pas champion comme bilan. Pour le Canada, là, hein, je ne suis pas en train de les... Écoutez, à chaque génération, pour les francophones hors Québec, à part le Nouveau-Brunswick, 50% s'assimilent à l'anglais. Au Nouveau-Brunswick, c'est 25%. Ça prend quelques générations, puis éventuellement, le fait français en Amérique, il va disparaître, à moins qu'on se donne un État. T'sais.
Puis s'il disparaît, ben là, peut-être que ça ne fera rien à personne. Hein? Et moi, ça va me faire quelque chose, parce que c'est la mienne. C'est comme dire, en ce moment, il y a des femmes qui meurent, il y a des hommes qui meurent, bon, puis on ne le sait pas, puis on continue notre vie. Mais si c'était mon frère, hein, ou ma femme qui mourrait, ben là, ça me ferait quelque chose, ben là, c'est la même chose. Puis ça, on est responsable. En 1966, à sa seule élection, le parti de Pierre Bourgault, le RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale, avait comme slogan, un slogan magnifique. Et ça disait « On est capable ». On est capable. Ça, moi, je trouve ça fabuleux. Okay? C'est exactement de ça. C'est exactement ça que le peuple québécois perd et qu'il doit retrouver pour faire quoi que ce soit de bon. On est capable. Okay? Depuis les années 80, 40 nouveaux pays se sont fondés. On est en superficie plus grand que 22 des 27 pays de l'Union européenne mis ensemble. On a une population plus grande que la moitié des pays du monde. On est plus riche, même en tant que province, soumis à un contexte économique déplorable, comme je l'ai compris. Même en tant que province, on est plus riche que 90% des pays du monde. La plupart des 40 pays dont je vous ai parlé, qui ont fait leur indépendance depuis les années 80, avaient une situation économique qui était par rapport à la nôtre catastrophique, qui a sans commune mesure. On a tout pour faire l'indépendance. C'est toujours les jeunes et ceux qui le restent qui changent le monde. Les autres le conservent. On les appelle des conservateurs. Des fois, les conservateurs changent de nom pour nous avoir. C'est comme les républicains aux États-Unis, c'est pas vraiment des républicains. Les démocrates, c'est pas vraiment des démocrates. Ils regardent vos courriels. Je me demande si le Parti québécois est encore vraiment québécois. Puis le Parti libéral est définitivement pas libéral. Pourquoi est-ce que la jeunesse et ceux qui le restent sont essentiels dans le mouvement indépendantiste, mais en général, pourquoi est-ce que c'est eux qui, plus globalement, changent le monde? C'est parce qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils ont de l'audace. On est susceptible, vers la fin de l'adolescence, vers 27 ans, non, c'est pas vrai, je sais pas, vers 15-17 ans, on est susceptible, tout à coup, de se découvrir une espèce d'audace fulgurante, puis des fois, elle part à jamais, mais des fois, elle reste. Ça, c'est bien. On commence un mouvement en faisant preuve d'audace, en n'ayant pas l'air d'être ridicule, puis en confrontant tous les préjugés, puis en prenant, surtout, en prenant les risques en premier. Ensuite de ça, il y a des gens qui nous voient aller, puis qui sont aussi des leaders, puis qui disent « Wow, okay, c'est pas juste un fou ou une bande de fous, je vais les appuyer, t'sais. Je vais moi aussi aller prendre les risques. » Puis là, on a un petit mouvement. Puis graduellement, plus il y a de monde dans le mouvement, moins ça devient risqué, finalement, de s'y associer, puis d'y aller, puis plus le mouvement grossit. Pensez à la dynamique des grèves étudiantes qu'il y a eu en 2012. Okay? Bon, au début, il n'y a que la faculté de sociologie de l'Université Laval, c'est pas la mienne, mais je viens de l'Université Laval, fait que j'étais content, je suis quand même fier, et qui se sont dit quelque chose comme en février, je ne me rappelle pas la date exacte, mais très tôt dans la session, nous allons partir en grève générale illimitée. Okay? Je veux dire, à ce moment-là précis où ils ont décidé de le faire, quelqu'un de mon conseil aurait pu leur dire, écoute, je veux dire, illimité, vraiment, tu sais, fais une semaine, au pire, 2, tu vas perdre ta session, il n'y a personne qui est en grève. Puis il dit, non, on va le faire jusqu'à ce que les autres se découvrent le courage de nous suivre. Et tranquillement, il y en a eu de plus en plus. Puis il y a plein d'associations qui ont pris des résolutions ensemble pour dire, à partir de 70 000 grévistes, on va embarquer nous aussi en illimité. Tu sais, ça, c'est les moins courageux, c'est ceux qui font un peu, quand il n'y aura plus trop de risques, je vais y aller. Hein? Bon. Alors les leaders, c'est ceux qui prennent les risques en premier, et les jeunes et ceux qui le restent ont cette audace de prendre des risques parce qu'ils n'ont rien à perdre, ou du moins, ils réalisent qu'ils n'ont rien à perdre parce qu'il n'y a pas grand monde qui ont vraiment quelque chose d'important à perdre pour sacrifier leur liberté politique. Mais voilà. Et là, il y a comme une impasse, une relation tendue, ou disons, à rétablir entre la jeunesse et le mouvement indépendantiste.
Jacques Parizeau faisait voir dans un livre qui est écrit en 2009 le parallèle suivant. Il disait, regardez, dans les années 50-60, il y avait 5 à 8 % d'appui à l'indépendance du Québec, dans les années 60. En 80, l'appui à la souveraineté association, qui n'est pas tout à fait de l'indépendance quand même, considérons-la comme une question plus molle, a atteint 40 %. 40 %. Bon, référendum de 80. Aujourd'hui, LEC est toujours autour de 40 %, mais maintenant c'est l'appui à l'indépendance, donc une question plus audacieuse quand même. L'appui LEC est autour de 40 %, malgré le fait que depuis 19 ans, on a complètement abandonné la pédagogie, une sérieuse pédagogie de l'indépendance. Vous, depuis que vous êtes né, la majorité, je ne sais pas, en 1992, 13, 11, 10, en tout cas, 89 peut-être, je ne sais pas, 80... Bon. Ben, depuis que vous êtes né, là, puis moi j'ai commencé à suivre la politique à peu près en 96, 95, dans ce coin-là. J'ai des vagues souvenirs du référendum, j'ai pas voté, puis tout ça. Mais moi, ce que j'ai vécu après, c'est, bon, Lucien Bouchard qui arrive, qui dit, bon, on va mettre de côté la souveraineté, on va atteindre le déficit zéro, on va investir dans les méga porcheries, puis tout ça. Puis moi, je me suis dit, je veux dire comment voulez-vous embarquer là-dedans? En tout cas, c'était la déprime. Okay? Il y a eu une gestion à la fin des années 90 puis début 2000, la gestion de la déprime de l'indépendantisme souverainiste. Tout le monde s'est dit, ah là, c'est pas le temps d'en parler, sinon on ne se retrouvera jamais au pouvoir, on va attendre, les gens sont allés en entendre parler. Ils ont laissé leurs adversaires imposer comme mantra à toute la classe médiatique le fait que c'était une vieille question et qu'on ne voulait plus en parler. Écoutez, les vieilles questions, là, je veux dire, moi, c'est quoi une vieille question? Dis-moi, c'est quoi une vieille question? Je veux dire, moi, bon, une vieille question, c'est les meilleures au pire. Les vraies vieilles questions, qu'est-ce que l'amour? Hein? Qu'est-ce que le sens de la vie? Je veux dire, c'est super important, OK? Bon. Et puis, il faut qu'on y réponde. Puis la question de l'indépendance, je veux dire, en plus, celle-là, au contraire de la question de l'amour, ben, elle se règle, tu sais. on peut la faire, passer à autre chose le plus vite possible, puis arrêter d'en parler, tu sais, puis se développer comme un peuple normal, comme tous les autres pays du monde. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, écoutez, depuis que vous êtes nés, que le mouvement indépendantiste et ses leaders ont, si on veut, la queue entre les jambes, sont en dépression, ou presque, et puis ils essaient de parler d'autre chose pour se faire aimer avec d'autres atours. Et ça ne marche pas, d'abord. Et en plus, ils ont réussi par leur passivité à imposer l'idée que c'était une vieille question, que ça n'intéressait plus le monde. Mais quand les gens s'informent un peu à ce sujet-là, là, ça les intéresse. Okay? Puis, particulièrement, je ne sais pas, moi, l'expérience que j'ai en général avec les jeunes, okay, c'est que ça fait pas longtemps que je suis sorti de cette catégorie, mais c'est que une fois qu'ils sont informés, ça les intéresse. On n'est pas intéressé à ce qu'on ne connaît pas, puis aux choses en lesquelles on n'a pas d'informations. Et là, ce qui arrive, c'est que, bon, je continue l'argument de Parizeau, il dit, dans les années 80, là, au plus fort du 40 % d'appui à la souveraineté association, qui appuyait massivement l'indépendance? Les jeunes. Aujourd'hui, qui appuie massivement l'indépendance? Les mêmes personnes, mais ceux qui étaient jeunes à ce moment-là. Okay? Donc, la génération, par exemple, des baby-boomers à peu près, là, plus et moins 10 ans, qui appuient le plus l'indépendance. Et ceux qui l'appuient moins, c'est leurs enfants. Ben, pas leurs enfants à eux, mais la jeunesse. Mais on est dans une bien meilleure position pour réussir. Parce que c'est pas mal plus difficile de convaincre ses parents, qui ont voté de la même façon depuis des années, que de convaincre des gens de 18 à 35 ans, okay, qui ont une ouverture sur le sujet, qui se sont pas, disons, fait faire des peurs par la propagande pré-95 en se faisant faire dire qu'ils allaient perdre leur chèque de pension ou que l'argent allait fuir par des camions de la Brinks alors que c'est un coup monté. En tout cas, bref, je fais référence à des affaires même que vous n'avez même pas entendu parler peut-être que oui, mais il y a une ouverture. Donc, il va être beaucoup plus facile de faire augmenter l'appui à l'indépendance si ceux qui restent à convaincre, c'est les jeunes. Mais voilà, pour y arriver, ben, il faut qu'on change un petit peu d'attitude. Il faut qu'on soit fier, qu'on présente l'indépendance de façon simple, informative, rationnelle, puis qu'on en fasse aussi notre premier but. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, quelqu'un qui vous dit, par exemple, on va faire l'indépendance au moment jugé opportun? Ça, c'est la stratégie du Parti québécois. Ben, ce que ça vous dit, là, c'est clairement que le moment opportun, c'est pas maintenant. Donc, maintenant, c'est pas un moment parce que tu ne serais pas capable.
Fait que le message qui est envoyé, c'est « on n'est pas capable ». Ce qu'il faut faire, c'est aller chercher le mandat électoral de faire l'indépendance, se présenter devant les électeurs clairement, franchement, de façon transparente et honnête, et dire « regardez, ça se peut tellement de faire l'indépendance qu'on en fait notre principal cheval de bataille, on va faire nos élections là-dessus, on va y arriver, c'est logique, écoutez-nous, etc., etc., etc. » Puis, c'est comme ça qu'il faut faire. Option nationale propose de faire l'indépendance dans un premier mandat, en disant on va aller chercher le mandat électoral de faire l'indépendance. On va aller chercher le mandat électoral de se donner la légitimité de sortir du cadre constitutionnel canadien et de faire primer enfin la démocratie québécoise sur toute autre forme de cadre législatif. Puis, on va faire écrire une constitution par et pour la population qui sera soumise à un référendum avec un référendum sur l'indépendance du Québec, clairement et simplement. Il faut que ça passe par là. Je pense qu'on est rendu à être honnête, transparent et fier. Puis que si on n'affiche pas cette confiance-là dans notre démarche même, comment voulez-vous la partager? On ne peut pas se permettre la peur de perdre. Regardez ceux qui font, là, les Québécois qui gagnent des médailles en ski acrobatique là, ou en ski de bosse. Ils ne peuvent pas commencer une descente en ayant peur de se casser le cou. C'est impossible. Il faut s'affranchir de la peur de perdre pour faire quelque chose comme ça. Il faut foncer, y aller, penser. Ben, pas aller de penser, dans le cas du sportif, c'est ça. Mais il faut y aller, puis voilà. Et je pense que la jeunesse a cette audace-là, et qu'à partir du moment où nous aurons réussi à la faire entrer dans ce merveilleux projet d'émancipation, ben, leurs parents et leurs grands-parents, qui sont pour une bonne part, bon, qui seraient indépendantistes, mais qui n'y croient plus, ben, ça va redynamiser leur audace à eux aussi. Ils vont se remettre à y croire si vous vous embarquez. Et puis enfin, on va pouvoir passer à autre chose. Ça marque la fin.